Bon, donc je vais d'abord peut-être vous laisser chacun vous présenter, parce qu'autant Bourseau, bon, à force, on connaît tous. Autant, moi je vous connais, je suis pas sûr que toute la salle connaisse Virgile, Préto et Garant.me, et puis aussi vos personnes magnifiques. Donc juste dans l'ordre. Et alors je précise, parce que c'est vrai là, ça fait un peu Manel, les 4 mecs. Mais le panel d'après, je serai l'exception. Voilà. Après, des fois, c'est vrai que j'essaye de faire ce qu'on peut, mais je ne m'oblige pas à faire de la mixité quand les personnes qui peuvent venir parler, bah, il se trouve c'est des hommes et des fois c'est des femmes. Donc voilà, il se trouve tout à l'heure il n'y a que des femmes et là que des hommes, mais c'est pas fait exprès. Comme on se prend souvent des remarques sinon sur WhatsApp, je préférais le préciser. On fait dans l'ordre. Vous vous présentez un petit peu vos boîtes, prenez bien 1 ou 2 minutes chacun, qu'on sache ce que vous faites, qui vous êtes, cher ami. Je m'appelle Thomas Reynaud, je suis un des 2 fondateurs de Garant.me. Aujourd'hui, je suis CEO de la société. Garant.me, c'est une société que j'ai créée du coup il y a 7 ans, en 2017. Notre mission aujourd'hui, c'est d'aider les agences immobilières à développer l'activité de location et gestion locative. C'est des gens qui sont ultra dépendants de l'activité de transaction. Et nous, on les aide à développer des revenus récurrents. On fait ça en leur fournissant des solutions techno et des produits d'assurance qui viennent les accompagner sur 3 problématiques fondamentales. La première, c'est rentrer des mandats de gestion. Donc un propriétaire va leur donner leurs biens en gestion. La deuxième, c'est optimiser leurs opérations sur la sélection du locataire. Et la troisième aide qu'on apporte, c'est la sécurisation des revenus locatifs pour le propriétaire. Et donc pour ça, on a créé 2 produits d'assurance innovants sur le marché. Un premier produit de caution qui nous permet de jouer le rôle de garant pour les locataires, d'où le nom de la boîte, Garant.me. Et un deuxième produit, garantie loyer impayé, qui est un produit historique sur le marché de l'immobilier, mais que nous, on a révolutionné à travers des process ultra rapides de validation des locataires et d'indemnisation des propriétaires. Aujourd'hui, on est une boîte de 80 personnes, on génère 15 millions d'euros de chiffre d'affaires. Le marché sur lequel on opère est en chute sur la dernière année d'à peu près 30%. Et sur ce marché-là, on arrive à faire 40% de croissance sur l'année. Donc c'est difficile en ce moment, mais on s'en sort bien. Juste 1 ou 2 questions pour bien comprendre. Donc les 3 métiers sont équilibrés dans tes 15 millions de chiffre d'affaires, ou il y en a qui font plus de... Pas du tout. 80% de notre activité, on joue le rôle de garant. C'est un produit complètement nouveau. On a inventé un marché qui n'existait pas. Enfin, il y a l'État qui le fait un peu, mais on en parlera. Mais... C'est ce que j'appelle inventer un marché. Enfin non, avec un modèle économique. D'accord. Le plus beau modèle économique, c'est quand vous prélevez les impôts des gens, ils sont obligés de payer, et puis ensuite vous pouvez les utiliser pour faire ce que vous voulez. On reviendra au sujet tout à l'heure. Nous, on a en tout cas, inventé un modèle 80% économique. de ton métier, c'est le nom de ta boîte, quoi. Oui. Et par contre, c'est pas auprès du locataire. Toi, tu parles à l'agence. Alors, les agences sont nos prescripteurs, mais les souscripteurs, payeurs, sont les locataires. Non, parce que tu t'es présenté en disant que tes clients, c'est les agences. Oui. En fait, on est sur un marché ultra tendu où le pouvoir de sélection du locataire, il est du côté du bailleur et son représentant, l'agent. Et donc, si tu veux aider les locataires, il faut aider l'agent. Parce que sinon, il va prendre un autre locataire. Donc, c'est ça le postulat qu'on a pris. C'est un produit qui est pris par les locataires. Si moi, locataire, j'ai du mal, je vais pas te chercher sur Internet. Si, tu peux. Si, je peux aussi. Tu peux aussi. Mais c'est pas ta source. En fait, la moitié du trafic qu'on obtient sur notre site, c'est toi, en effet, en tant que locataire, qui vient tout seul. L'autre moitié est envoyée par des professionnels de l'immobilier. Et quoi qu'il arrive, on aide le locataire à trouver son bien via nos réseaux d'agences partenaires. Et deuxième question, sur l'aide à la sélection, tu disais de dossier, c'était ton deuxième Oui. métier. Là, ça se rapproche un peu de ce qu'on fait quand on fait du profiling dans les banques classiques ou du KYC, etc. C'est le même type de métier. Oui, c'est très proche en termes de métier. Donc c'est très proche du métier de l'agent immobilier de base qui doit sélectionner un locataire. Sauf que lui, c'est pas un industriel. C'est souvent des artisans en fait. C'est des petites entreprises qui ont géré 150, 200 appartements, qui ont 2-3 salariés. Et donc ils n'ont pas la capacité à s'outiller. Donc c'est ça qu'on apporte, s'outiller pour déceler la fraude. Et puis du coup on a beaucoup de problématiques communes avec les banques. Le problème c'est que nos paniers moyens sont beaucoup plus bas que les banques et donc on ne peut pas réaliser les mêmes vérifications qu'eux. Ok. Merci. À toi. Bonjour, donc moi je suis Pierre Chapon, je suis l'un des 2 fondateurs de Préto. Préto, c'est une plateforme de crédit immobilier qu'on a créée en 2017 aussi. Notre particularité, c'est que on embarque dans notre plateforme l'inventaire des offres de crédit immobilier en France, sachant que l'offre de crédit immobilier en France, elle est très bonne, mais elle est très difficile à naviguer efficacement, puisque les critères d'octroi
sauf chez Boursorama. C'est vrai, en plus, c'est une particularité. Les critères d'octroi du gros du marché bancaire sont assez peu lisibles, assez peu accessibles directement par le consommateur. Le pricing aussi est pas complètement prédictible, puisqu'il y a de la négociation, il y a de la discussion. Donc notre postulat de départ, c'était de créer en fait un catalogue dynamique en empilant des couches de données qui nous viennent des retours qu'on a à chaque demande de crédit. Et ça nous permet quoi? Ça nous permet d'avoir une activité B2C où on a un simulateur sur le marché qui en quelques minutes donne la réalité de ce qui est possible pour un dossier. Donc on tape directement sur nos moteurs de scoring pour donner une réponse aux consommateurs. Ça représente 700 000 simulations de crédit qui sont faites chaque année sur notre simulateur. Notre activité ensuite, c'est de transformer ces demandes de crédit avec une activité de courtage, donc assez traditionnelle ensuite dans ce métier de courtage. On intermédie la demande du client et derrière on a une centaine de banques partenaires. Et par contre, on le fait très efficacement avec une très bonne satisfaction client. Mais c'est quoi, c'est comme un petit meilleur taux? On peut dire ça, sauf que déjà sur cette partie en ligne, en fait, on est déjà beaucoup plus gros que Meilleur Taux. Meilleur Taux, c'est en fait un des plus gros acteurs avec des agences physiques. Et maintenant, toute leur production de crédit, c'est via des agences physiques. Leur trafic Internet est renvoyé vers des agences physiques. Donc la partie qui existait à l'origine chez Meilleur Taux de transformation de demande de crédit en ligne existe plus ou presque. Et maintenant, on est de très très loin les plus gros sur ce marché-là. On produit presque 1 milliard de crédits juste sur ce modèle-là. Chaque année et ça grossit. Je parlerai un petit peu du marché aussi qui a été très très compliqué ces 2 dernières années. Depuis 2 ans, on a ajouté une deuxième jambe de notre activité puisqu'on a ouvert notre plateforme à des courtiers indépendants sur tout le territoire. Donc ils sont indépendants, ils gèrent leurs clients, ils gèrent leur politique, ils peuvent être en marque blanche ou en marque grise avec nous. Et ça représente, on est déjà presque à 50% de notre production embarquée là en ce moment avec ce deuxième modèle. Donc ça revient au fait qu'on a doublé de taille entre 2022 et 2024, grosso modo, pour atteindre à peu près 20 millions d'euros de chiffre d'affaires cette année. Dans un marché où, avec la remontée des taux et la crise sur le marché de l'immobilier, le marché il a divisé par 2 dans ce même temps. Donc on a fait des gains de part de marché très très importants, même si on est encore petit, puisque un marché qui a divisé par 2, la production de crédit c'est environ 120 milliards en ce moment, quand c'était 250 avant la crise. Et nous on produit tout mouillé 1,5 milliard ou quelque chose comme ça. Donc c'est à la fois significatif, on a une échelle quand même un petit peu industrielle, mais on a encore un potentiel de croissance important. Et puis... Combien de personnes vous êtes? On est 170 salariés et 250 partenaires indépendants affiliés. Pour 20 millions de CA, tu disais? C'est ça. D'accord. À toi, Virgile? À toi, Virgile, pardon. Kevin. C'est marrant, on m'appelle toujours Virgile. Ouais, moi je te fais l'erreur depuis des années, on est habitué. Alors, nous, Virgile, notre sujet, c'est la construction de patrimoine des jeunes en les sortant du piège locatif et en les aidant à devenir propriétaires, tout simplement. Et en fait, la mission de base, elle est assez simple, c'est qu'aujourd'hui, en France, on peut avoir à peu près tout bien réussi. Au moment où on veut devenir propriétaire dans une grande ville, on se rend compte que ça ne suffit pas, à moins d'avoir un apport conséquent. À Paris, on parle de 150 000 € en moyenne pour acheter un appartement, ce que la majorité des gens n'ont pas. Et donc, quand les parents ne peuvent pas aider, les gens se retrouvent à rester locataires toute leur vie. On a un truc où un schéma d'une vie réussie finit par une retraite dans la précarité. Et à 60 ans, ces gens-là se demandent comment ils n'ont pas réussi à économiser. Nous, on se substitue aux parents. On investit jusqu'à 100 000 € dans le plan de financement. On ne le fait pas sous la forme de dette, mais sous la forme de fonds propres. On s'associe avec nos clients, ce qui est une grande spécificité du modèle. On va détenir un petit bout de leur appartement, on va passer chez le notaire avec eux et il va y avoir une association qui va durer jusqu'à 10 ans. Et au bout de 10 ans, on va revendre et chacun va continuer son petit bonhomme de chemin. Et alors comment ça marche? Parce que il n'y a pas, surtout ces jours-ci, il paraît, d'argent magique. D'où vient l'argent qu'on investit? L'autre côté de l'équation, c'est qu'on a un écosystème d'investisseurs qui ont envie d'investir dans du résidentiel
qui aujourd'hui ont de plus en plus de mal à le faire, parce que quand vous achetez un appartement, ce que vous achetez, c'est un locataire qui vous appelle le samedi à minuit parce que le sani-broyeur est bouché. Bah, nous, on dit, à la place de faire ça, tu vas t'associer avec des propriétaires, et le mec, il va réparer son sani-broyeur parce qu'il a beaucoup plus intérêt que toi à ce que l'appartement se revende bien. Et ça permet à des gens qui ont des sommes significatives à déployer, d'aller le déployer à travers nous dans un parc d'appartements. Donc tu as en même temps société de gestion pour investir, ou c'est ça? Exactement, on ressemble à une société de gestion qui va aller chercher de l'investissement auprès de grandes familles, d'institutions et d'acteurs qui veulent gérer leur bilan sur le temps long. Et on canalise cet argent-là pour l'investir de manière super diversifiée dans plein de petits appartements, puisque notre investissement moyen, c'est 50-60 000 euros sur des opérations qui sont autour de 500 à 600 000 euros. Même question qu'aux autres. Chiffre d'affaires aujourd'hui, taille de l'équipe? On est 20, on communique pas sur le chiffre d'affaires, on communique plutôt sur les montants qu'on a déployés. À ce jour, on a déployé 10 millions, on a un parc de 200 appartements. Voilà. D'accord. Tu as dit que tu as créé? J'ai oublié la date, pardon. En 2019. Vous êtes tous à peu près du même âge, quoi. 2017, 2019, Totalement. c'est la même lancée. J'ai oublié de poser la question à chacun pour finir. Combien vous avez levé chacun? 20 millions à ce jour. 40, 50 17. Et vous êtes encore en levée? Plus jamais de ma vie. J'adore, ça vient du cœur. Je crois pas. On a annoncé une dernière, je pense, il y a 2 Récemment. mois. Donc Ouais, les récemment. 40-50, ça les prend en compte. Ce que j'aime bien, c'est la virgule, c'est plus 40-50. Et moi, c'est mon métier de lever pour investir, donc je serai en levée toute ma vie, malheureusement. D'accord, oui, c'est la levée des investisseurs. Mais pas pour du capital equity de ta boîte. Plus jamais de ma vie, j'espère. D'accord. Ok, merci pour cette présentation, mais c'était important parce que nous, on se connaît, on se croise, on se voit. Alors, pourquoi j'ai voulu vous réunir aujourd'hui? C'est parce qu'en fait, en général, on dit que les startups, et en particulier dans la fintech, mais ça pourrait se dire de partout, là où ça prospère, c'est dans des business opaques et où il y a beaucoup de pain points pour les clients. Pour tous ceux qui ont acheté un appart ici, je pense que ça correspond bien à la définition. Il suffit de parler à un notaire 2 minutes, à son banquier quand on va avoir un crédit, ou même de rentrer dans une agence de courtage, de comprendre les frais entre le début et la fin, un process qui dure une infinité de temps. On est vraiment dans la définition. Et en même temps, vous l'avez dit, vous n'êtes pas, même si ça paraît récent comme taille de boîte, c'est quand même plus de 7 ans, 5 ans. Et a priori, vous travaillez encore beaucoup. Et même si ça marche bien, j'ai bien compris que les chiffres sont positifs dans un marché en berne, la vie n'est pas simple. Et vous encore, vous êtes venus. Parce qu'il y en a plusieurs qui ne viennent pas, et puis il y en a plusieurs qui sont morts. Des boîtes dans l'industrie PropTech en général, ça a eu un buzz et puis un débuzz. Puis on a vu que dans des métiers assez loin de la FinTech, mais comme les syndics, etc., il y en a qui sont carrément allés à la barre du tribunal de commerce. On en a vu qui n'ont jamais finalement réussi à lever, sans parler de l'investissement fractionné, qui est un sujet à part entière. Moi, ma question principale sur laquelle on va tourner, c'est évidemment quels sont encore les points qui vous font lever le matin en disant mais si, ça va vraiment bouger et ça va devenir énorme, mais aussi les freins qui font qu'alors que ça a l'air d'être l'endroit où on devrait tous essayer d'aller en tant qu'entrepreneur, je me considère entrepreneur et je pense qu'il y en a beaucoup dans la salle qui, même si des fois sont salariés, se disent tiens, peut-être demain j'ai l'idée là. Qu'est-ce qui bloque en fait? Alors, je vais commencer par toi parce que tu t'exprimes souvent sur LinkedIn, entre autres sur un concurrent malhonnête qui s'appelle l'État. Non, tu disais, alors pour ceux qui n'ont pas lu tes posts, en gros, il y a un service un peu équivalent qui est fait par l'État, quoi. Alors pourquoi j'irai chez toi, c'est privé? C'est quoi la différence? Mis à part le fait qu'ils sont de l'État et que ça t'embête. Je veux dire, c'est très différent pour le propriétaire, pour le locataire. Tu veux que je réponde à cette question plutôt qu'à l'autre? Okay. Aux deux, si tu veux, dans le sens que tu veux. Peut-être à la première question sur... pourquoi tu te lèves le matin? Pourquoi je me lève le matin? C'est vrai qu'on est dans un contexte de marché qui est compliqué à cause en fait de l'augmentation des taux d'intérêt et un effondrement du marché de la transaction. Il y a un effet domino sur le marché de la location. Les biens restent en vente plus longtemps, donc ne reviennent pas sur le marché. Restent en travaux plus longtemps à cause du sujet de la rénovation énergétique, et puis se retire aussi du marché de la location longue durée à cause de la complexité de la réglementation au global, ce qui fait qu'on est sur un contexte de marché compliqué. Nous, on a réussi à se développer et à atteindre la taille actuelle, mais en fait, dès l'origine de la société, on a décidé d'avoir un modèle économique rentable.
C'est toujours surprenant pour des gens qui ont toujours pensé comme ça, comme la plupart d'entre vous, j'imagine. Mais il y a beaucoup d'entreprises qui se sont lancées, que ce soit en fintech ou sur la proptech, qui est un marché sur lequel on est nous, en se disant j'aurai un modèle rentable à l'échelle. Et nous, on voulait être rentable à l'unité. Dès le premier contrat, en tant qu'entrepreneur, on s'est dit tous les deux, on veut pouvoir faire en sorte que cette boîte tourne comme une boulangerie, où on se paye un salaire à tous les deux. Et puis, dans le meilleur des cas, on arrivera à faire un truc gros. Mais donc, on n'a pas trop souffert de la difficulté qu'ont eu beaucoup de fintech ou quand tu veux lever des sous, ça comme pitch, c'est pas... mais si, en fait, c'est rassurant pour beaucoup d'investisseurs. Aujourd'hui, oui, mais enfin, il y a 10 ans, tu te souviens, enfin, il y a 7 ans... mais même il y a 7 ans, il y a toujours eu des fonds de venture capital qui sont rassurés par un socle sain, où ils comprennent bien que unitairement, tu gagnes beaucoup d'argent et que tu acceptes d'en perdre sur deux choses, donc innover, faire de la tech dont on perçoit les effets sur ton business, avoir une meilleure marge brute que les autres parce que tu es plus efficient. Bon, on a beaucoup parlé avec Bourseau, là, on a plein de sujets communs sur le support client. Et deux, investir sur la croissance. Nous, on savait qu'on perdait beaucoup d'argent parce que quand on recrutait un commercial, il fallait 1 an avant qu'il nous rapporte vraiment de l'argent. Mais le modèle était très clair et on a accepté de parier là-dessus. Et ensuite, on a levé des fonds pour croître. Donc, je pense que ce qui s'est passé sur le marché de la fintech ou de la proptech, c'est qu'il y a beaucoup de boîtes qui se sont lancées sans modèle économique en réalité. Alors, quand même revenir après à 40 000 par rapport à l'État. Une question subsidiaire, mais que vous pourrez tous prendre, c'est que j'ai l'impression, avec mes cheveux blancs, que dans les années entre les années 80 jusqu'à 2000, on va dire la crise 2010-12, après il n'y a plus de politique, mais il y avait quand même toujours une politique très volontariste de l'État pour pousser les gens à l'immobilier. Enfin, genre le nombre de lois et de ministres qu'on a eu où à chaque fois tu avais l'impression que tu gagnais au loto quand tu faisais un truc fiscal. Et que, en particulier avec l'arrivée du gouvernement 2017 d'Emmanuel Macron, où l'ISF est devenu l'IFI, l'immobilier c'est devenu mal. Tu rajoutes à ça les lois qui étaient sorties avant de protection et de transition énergétique. Il faut être hyper motivé pour aller faire de l'immobilier. Donc vous avez quand même créé à cette époque-là. C'est nager à contre-courant ou c'est croire que les politiques peuvent changer ou c'est au contraire parce qu'il y a justement, on se dit plus c'est compliqué, plus il y a un truc à créer. En tant qu'entrepreneur, là je parle. Hein. Ouais, il y a un truc en France où si tu as été ministre du logement et que tu n'as pas une loi de défisque qui porte ton nom, tu as raté ta vie. Tu as eu Pinel, de Robien, Duflot. Ah, on ne sait plus les compter, t'inquiète. Tu remontes même à André Malraux, même les ministres de la propagande, ils avaient leur loi. Et il y a un truc où tu regardes la gabegie d'argent qui a été dépensée sans aucun vrai retour, parce que quand tu fais du Pinel, en fait, qu'est-ce que tu finances? Tu finances la commission de l'intermédiaire qui distribue ton Pinel. Et donc, tu achètes un truc 30% plus cher qui va se revendre en même temps que tout le reste de l'immeuble et qui ne se revendra jamais. Et au final, on dit la construction, ça crée de l'emploi parce que on est la Fédération nationale des travaux publics, les immeubles, il faut bien les construire. Mais c'est super indirect comme manière de créer de l'emploi. Et nous, il y avait une vraie conviction qui vient du fait que mon associé et moi, on avait passé pas mal de temps à Londres. Et là-bas, quand il va, tu te dis, ils ont capitulé. Ils se disent l'immobilier n'est pas fait pour être détenu par des particuliers, il faut que des fonds de pension viennent, rachètent, construisent l'immobilier à Londres ou le rachètent. Et c'est un peu la vision qu'on peut avoir depuis 2012 dans le gouvernement d'ailleurs. C'est le bailleur privé, c'est pas vraiment le bon bailleur et compagnie. Nous on s'est dit c'est la dernière petite fenêtre d'opportunité avant que Paris soit entièrement détenu par des investisseurs. Et tout comme tu laves pas une bagnole de location, quand tu vas dans les quartiers de Londres où il n'y a pas de personne qui est propriétaire occupant, c'est des quartiers dégueulasses où il fait pas bon habiter parce que tout le monde s'en fout. Et nous, notre conviction, c'était en faisant maintenant le petit bridge tant que les prix sont accessibles, tu fais la transition de tout le parc immobilier détenu par des retraités qui vont le vendre, tu le fais posséder par des jeunes et tu as résolu le problème pour 30-40 ans. Donc il y avait une volonté d'impact aussi quand même. Il y avait une vraie volonté d'impact, tout en se disant si tu montes une boîte à impact ou une ONG, tu vas jamais réussir à recruter des gens vraiment smart parce qu'ils vont se dire aller bosser avec des bénévoles, ça m'intéresse pas. Je préfère aller chez McKinsey vendre des opioïdes. Et donc il y avait ce truc-là de se dire. Attends, j'ai pas compris la fin. Non, mais c'est pas grave. Il y avait ce truc-là de se dire il faut faire de l'impact, mais il faut que le business économique soit celui qui fait de l'impact. Et donc le timing était à fond fait pour ça, en se disant en se montant maintenant, on a une chance de changer la trajectoire du pays. Donc c'était ça le timing. Quand on parle de frein, Pierre, toi, tu as quand même été dans un milieu où, entre les taux, quand ils baissent trop ou quand ils montent trop, et puis que tous les débats qu'il y a eu, parce que je parle de meilleur taux pas pour rien, c'est qu'il y avait le patron de meilleur taux parlait à peu près toutes les 4 secondes sur LinkedIn, plus que toi, au moment de la remontée des taux trop rapides et du fait que la Banque de France ne suivait pas. Enfin voilà. Pareil, même question pour toi, que des freins ou tu arrives à trouver des...
Alors assez différent déjà. Nous, avec mon associé, on voulait vraiment se placer sur un gros marché et pas être dépendant de tendances ni trop de tendances de consommateurs, en tout cas pas des modes, ni de la volatilité réglementaire. Tu disais que le gouvernement, les pouvoirs publics depuis maintenant plusieurs années délaissent un petit peu l'immobilier. Nous, on est sur l'immobilier généraliste. Le crédit immobilier en France, c'est un très très gros marché. Oui, 120 milliards, tu disais. Voilà, on est à 85%. Le marché, ce marché-là, c'est de la résidence principale. C'est assez peu. Il y a des gros fondamentaux très 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 forts. Par contre, on était très conscient que ça allait être cyclique. Voilà, donc le fait qu'il y ait une remontée des taux, on n'a pas été surpris que ça puisse exister. Ça a été violent, mais voilà. Non, nous on déchante pas. On est sur un gros marché. On doit peser maintenant 3, 4, 5% du marché du courtage en crédit en France. C'est un énorme marché où ce qui nous avait intéressé sur ce marché-là, c'est que c'est très fragmenté. Il y a quelques gros acteurs, mais qui sont pas très très gros non plus, qui se sont très peu modernisés en fait. Et donc il y a une place à prendre et on déroule le plan qu'on avait. Et un cycle défavorable, c'est aussi l'occasion de gagner des parts de marché encore plus vite, puisqu'il y a plein d'acteurs qui sont mal organisés dans un marché comme ça. Un marché qui, historiquement, a quand même beaucoup de marge. Donc des boîtes qui n'ont jamais trop cherché l'efficacité. On est à 10 000 lieues de tout ce que pouvait expliquer Benoît tout à l'heure. Et nous, on met une bonne dose de ça. Mais tu pourrais être un acteur de l'agrégation de ce marché ? Tout à fait. Notre modèle B2B, c'est un petit peu ça, puisque on est une sorte de grossiste en crédit pour des détaillants et qui s'appuie sur notre infrastructure de production. Et donc, ils ont accès maintenant à de l'IA, des process et tout ça. Donc, on fait une forme d'agrégation de ces petits détaillants, tout à fait. Et quand on a commencé des échanges il y a plus de 15 ans maintenant ici sur le crédit, les gens disaient oui, bon, le paiement, ok, en ligne, mais enfin le crédit, les gens, ils veulent parler à quelqu'un tout de suite. Toi, finalement, en ligne, c'est aujourd'hui, en 2024, tu disais 700 000, c'est beaucoup quand même. Enfin... Ouais, alors ils finalisent pas tous, on ne fait pas 700 000 crédits. T'aimerais bien, bientôt. Ouais, exactement. Alors ça évolue fort quand même. Ce qu'on a compris très vite déjà, c'est que contrairement à des sujets d'épargne, par exemple, la barrière de confiance pour attirer un client dans une relation à distance, elle est beaucoup plus basse dans l'intermédiation en crédit, puisque la promesse, c'est je vais t'aider hyper efficacement au final, peut-être aller signer avec la Société Générale, BNP ou Crédit Agricole. Donc, c'est assez facile de rassurer les clients, oui, même quand on a la confiance derrière, en fait. Bien sûr. Le pire qui puisse arriver, c'est qu'on n'est pas bon et on ne te trouve rien. Voilà, c'est pas très grave non plus, quoi. Chez toi, c'est transparence qu'on te paye à toi ou pas ? Quand on est client, j'ai pas testé le produit. Alors, le consommateur paye des frais. Chez toi ? Chez nous, ouais. Il le sait, quoi. Il le sait. On est commissionné aussi par les banques. Et ça, il le sait pas. Il le sait ou pas ? La transparence est obligatoire ou pas ? Je sais plus. Il le sait, oui, dans les petites lignes, il le sait. Et s'il le demande, on lui dit. Mais c'est pas quelque chose qu'on a complètement mis dans nos simulateurs non plus, la rétrocession qu'on a des banques. Pour un petit point de repère, on gagne sur un crédit à peu près 3 200 € quand on finalise un crédit. Théoriquement du... Voilà, et c'est un tiers de la banque et 2 tiers des clients, grosso modo. Et donc, sur le côté, le consommateur, est-ce qu'il est prêt à consommer en ligne ? Il y a une grosse partie qui est prêt à faire une partie de son chemin en ligne. Et ce qu'on observe, c'est que les clients, ils ont envie de parler à quelqu'un et d'avoir du conseil, mais j'enfonce une porte ouverte qui n'était pas évidente quand on a commencé, c'est qu'on peut évidemment avoir du conseil très très expert, très très pointu, avec une intensité relationnelle en étant à distance. Maintenant, c'est beaucoup de visio, et le niveau de réactivité qu'on peut avoir en étant très très bien organisé dans une relation à distance, il est extrêmement satisfaisant pour le consommateur, et certains, une bonne partie, préfèrent même ça que d'avoir un rendez-vous physique avec un courtier en crédit. Après, il y a encore une grosse partie qui aussi veut des rendez-vous physiques, et ça, on l'adresse par notre modèle B2B2C. Comme ta boîte est assez vieille pour avoir vécu la bascule 2020, est-ce que tu as vu aussi une différence de perception des clients depuis que le Covid les a forcés à tout faire à distance de toute façon Oui, ça nous a aidé. Honnêtement,
c'était déjà très très dynamique avant, parce que même avant 2020, dans un gros marché, il y a bien 5 à 10% de ce marché qui est de toute façon appétant à ça. C'était le cas, c'était les trentenaires, même avant 2020, c'était le cas. Maintenant, ça se généralise, et surtout, c'est la visio qui généralise, donc on arrive à augmenter les taux de transformation en créant de l'interaction encore plus forte avec la visio. Tu parlais des marges, et pardon, je passe aux autres après, mais tant qu'à faire, je te tiens. Quand tu as créé en 2017, on était dans un univers que Frédéric Oudéa qualifiait de science-fiction, c'est-à-dire que 10 ans à taux zéro, théoriquement, ça ne peut pas exister dans un livre d'économie. Quand on avait fait nos études, ça n'existait pas, un univers comme ça. Donc dans l'univers du crédit, j'imagine que les marges ne pouvaient pas non plus être aussi bonnes qu'aujourd'hui, même si aujourd'hui tu as moins de... En termes de rétrocession, tu peux plus facilement négocier avec les banques aujourd'hui qu'hier? Alors, il y a plusieurs effets. Alors, de manière générale, on est intermédiaire, on est distributeur d'un produit, donc nous, on souhaite que les banques fassent de marge sur le produit qu'on distribue. Oui, mais à l'époque, c'était plus dur quand même, la marge sur du crédit. Plus dur, tout à fait. Mais il y avait un point de départ qui était quand même assez haut au niveau des commissionnements. Ensuite, avant la hausse des taux, pour le coup, il y a eu un rééquilibrage des relations commerciales entre les distributeurs et les prêteurs. Et là, les commissions ont baissé, mais totalement indépendamment de la hausse des taux. Et la hausse des taux fait que maintenant, on est dans une situation où les marges sont plus importantes au niveau des banques et il y a moins de dossiers à aller chercher sur le marché. Donc, la concurrence est plus forte. Donc là, on voit une petite inflation des commissionnements. Qui vont revenir, sans doute. D'ailleurs, ça va permettre de rediscuter à la hausse. C'est déjà le cas. C'est déjà le cas. D'accord. Je reviens bientôt à toi. Juste, je voulais revenir une minute à Keyvan. Là, on parle beaucoup d'optimisation, de process. J'ai pas bien compris dans ce que tu faisais où c'est que c'était super tech. Parce qu'à un moment, une société de gestion, il faut aller lever des fonds. Tu viens parler des instits. Donc, j'imagine c'est toi et t'envoies des gars. Tu vas chez un notaire. J'imagine c'est des gens de chez toi. Enfin, c'est des êtres humains. C'est où le côté scalable de la tech C'est une bonne question. Alors, je ne sais pas qui dans la pièce a subi Jira, le truc de suivi des tickets d'informaticiens. Donc, nos notaires sont dans Jira et quand il y a un truc qui se passe, on les tag dessus. Et je pense que c'est les seuls notaires de France. Et à un moment, c'est ce truc marrant. C'est que donc, tu as trouvé des notaires qui arrivent à aller dans Jira, quoi. Tu fais de la conduite du changement. Ouais, d'accord, j'allais te dire, parce que... La conduite de changement chez le notaire, c'est... Déjà, la lecture du SMS est compliquée. Le SMS, le WhatsApp... Non, nos clients, on leur parle... Ça se voit pas, j'aime pas les notaires. Je t'en présenterai des bons. Non, le truc, c'est... d'un côté, tu as le crédit immobilier qui est un truc extraordinairement standardisé et nos banques, en fait, nous disent à juste titre qu'on fait ça depuis 1950 et quelques sous la forme du crédit à taux fixe en France et que c'est pas là-dessus qu'ils vont innover. Et ce que disait Benoît était super intéressant parce que tu veux pas faire du sur-mesure et de l'autre, chaque appartement est sur-mesure parce que tu n'as pas deux appartements pareils et il y a toujours une merde, mais c'est jamais deux fois la même. Et donc, moi, ce que je vois comme notre valeur ajoutée, c'est qu'on est entre les deux. On arrive à avoir un NPS, un Net Promoter Score qui est à 70, ce qui dans l'immobilier est juste super, super rare. Et on le fait en essayant de construire des interfaces pour enlever toutes les anomalies du système. Et donc, tu as une relation avec le notaire, mais c'est cadré avec un suivi de workflow. Tu sais toujours où ça en est, tu sais exactement ce qui va se passer. Alors que le notaire normal, en fait, sa culture, c'est que je lui envoie un mail. Le jour où il a ma réponse, dans 4 semaines, il répond avec la réponse. Mais il ne va pas répondre pour dire « Ok, j'ai bien vu, je suis dessus, je te réponds dans 4 semaines. » 4 semaines, c'est rapide, là. 4 semaines, c'est rapide. Pour un notaire. Et donc, ma tech, c'est le workflow, en fait. C'est le workflow que je mets par-dessus tout ça pour intégrer le notaire, la banque et tout ça. Donc, c'est de la tech essentiellement côté customer. Ouais. On est plus d'ailleurs, il y a eu pas mal de débats à une époque là-dessus, mais on est plus dans la fin-cust que la fin-tech. C'est la tech assez classique que tu utilises des workflows, des passages, on n'est pas sur... T'es pas sur de l'IA ou des choses comme ça pour aller rendre ce service. Mais quand même, ça révolutionne le parcours client par rapport à ce qu'il a d'habitude. Exactement. Je ne fais pas semblant d'avoir de l'IA super développée ou des choses comme ça. C'est pour ça, tu t'appelais Virgilia, comme toutes les boîtes qui se renomment bientôt en ce moment. Non. Exactement. C'est marrant. Les boîtes qui sont en .io ne le savent pas encore, mais le nom de domaine va disparaître. Donc ça va être un sujet marrant des prochaines années. Donc je ne suis pas en Virgile.io ou .ia. Je suis juste... c'est quoi l'expertise qu'on a sur ce que le client attend ? Comment est-ce qu'on fait pour parler au client et lui apporter de la valeur dans la conversation et transposer ça? Par contre, tu as déployé 10 millions, mais si tu en déploies 100, contrairement à Benoît qui nous disait qu'il avait fait plus 6 millions de clients avec plus de 200 personnes, toi, il va falloir un peu plus de monde, non? Enfin, si tu faut aller chez le notaire quand même pour signer, ou même si c'est à distance. Mais... Alors, moi, j'y vais pas. Donc, mon notaire, toi, mon notaire va recruter, mais mes équipes, ils vont pas y aller parce qu'on n'y va jamais.
J'ai une grosse partie de mes équipes qui n'ont pas besoin de scaler. Étudier des appartements, une fois que tu as les systèmes qu'ils font, tu le fais at scale. Et savoir si c'est le bon prix ou pas, ce qui est une grosse partie, tu le fais at scale. Étudier les dossiers de crédit, parce qu'on obtient le crédit. Pierre le fait certainement mieux que moi, mais on est quand même assez bon pour le faire. Et derrière, la partie qui scale linéairement, c'est justement celle que Benoît ne veut pas mettre en place. C'est les gens qui vont parler à nos clients, les accompagner dans WhatsApp, leur envoyer des messages et les suivre. Dernière question te concernant là-dessus. Tu viens de parler d'un sujet où il y a des startups vraiment de niche spécialisées dans l'évaluation du marché d'un bien, qui soit se basent sur les données disponibles publiques, en particulier de la fiscale, etc., mais ou d'autres données des notaires, justement. Est-ce que toi, tu as tout redéployé en interne ou tu t'appuies sur ces startups qui font ce genre de service hyper précis d'évaluation? Alors le sujet spécifique de Virgile, c'est qu'on est investisseur dans chaque bien, et donc si on fait une mauvaise affaire, en fait on perd de l'argent. Et c'est super clé pour nous d'avoir une évaluation qu'on sait être juste et conservatrice. Il se trouve que dans les grandes villes, c'est relativement simple à faire parce qu'il y a de la liquidité de marché. Les startups qui sont créées, en fait, tu en as deux mondes. Tu as ceux qui font ça pour aider les agents à signer des mandats et donc à faire des évaluations qui sont suffisamment élevées pour que le mandat rentre, et ça c'est pas trop notre univers. Tu as ceux qui le font pour la gestion de portefeuille et plus essayer de te dire combien vaut mon portefeuille. Il y en a avec qui on a bossé, il y a des choses qu'on continue à utiliser. La réalité d'ailleurs c'est que les meilleurs agents au final ils ont vraiment révolutionné le truc il y a 10 ans, enfin 15 même maintenant, et c'est assez difficile de les battre parce que ton client et ton vendeur ils vont tous les deux aller voir meilleurs agents, et quand tout le monde va voir ton chiffre, en fait ton chiffre fait le marché. Et ça, on s'en a un petit peu rendu compte. Là où il faut être bon, c'est pas tellement être sur le prix exact. Ce qui est une ressource gratuite pour toi, meilleurs agents. Quand tu fais ta simule, tu ne payes pas. Oui, non, moi je paye pas. Là où il faut être bon, c'est éviter les conneries surtout. C'est plus analyser l'appart pour s'assurer que tu vas pas avoir plein de frais que tu n'as pas vu qui arrivent dans 2 ans. Je reviens un peu sur toi quand même, Thomas. Donc, tu as été assez vocal ces derniers temps donc, sur cette concurrence. C'est-à-dire que là, tu commences à te déployer. Tu disais quand même ça marche bien, 80% de ton chiffre d'affaires sur la garantie. Mais tu as un concurrent quand même un peu massif. Tu peux nous reparler un peu de comment ça fonctionne? Voilà, si je suis une agence et j'ai besoin moi d'un garant pour mon client et les parents peuvent pas se porter garant. Oui, je vais juste commenter un truc que vient de dire Kevin qui me paraît hyper intéressant. L'IA, c'est très bien et je pense que ça va nous aider, notamment sur les questions de support client. Mais en fait, dans l'immobilier, on a des enjeux financiers qui sont de l'ordre de dizaines, centaines de milliards liés au workflow, justement. En fait, c'est un secteur économique qui brasse des dizaines de milliards, enfin vous savez mieux que moi, et en fait il y a des inefficiences à chaque étape. Et ces inefficiences, quand tu les optimises de 1, 2, 3%, tu dégages tout de suite pour plein d'acteurs de la chaîne la rentabilité. Mais des choses de back-office, quoi. On a encore envoyé des fax dans certains cas. L'enjeu d'optimiser, de fluidifier les workflows, d'uniformiser les interfaces, de faire en sorte que tous les interlocuteurs échangent beaucoup plus rapidement, donc de couper les délais, en fait ça fait des gros gains. Plus, je pense, dans un premier temps, que les éventuels gains d'IA liés à l'optimisation du support client, par exemple. Donc, c'est pas sexy le workflow, ça fait bander personne, mais en fait, financièrement, ça fait bander tout le monde. Dans un marché énorme, on peut gagner beaucoup, quoi. Oui. Alors, et du coup, pour répondre à ta question sur ce que c'est qu'une concurrence d'État, en fait, l'immobilier, globalement, c'est un secteur qui est abordé de manière assez socialiste en France, à tous les étages. Il y a une protection du locataire qui est telle que les investisseurs bailleurs ont peur. Dans toutes les études qui sont faites, la peur de l'impayé, c'est la première peur qui fait que les gens n'investissent pas dans l'immobilier. Et le premier espoir, c'est de tomber sur un agent immobilier, justement, qui va me promettre de toucher mon loyer à date fixe, quoi qu'il arrive. L'assurance, le machin. Ouais, exactement. Et donc, nous, on n'avait pas... Quand on a créé la boîte, on avait 25 ans, on n'avait pas de vision politique de la chose et on ne se rendait pas compte du risque du mandat, des mandats d'Emmanuel Macron. Mais on avait, en tout cas, ce constat, les gens ont peur et les gens qui peuvent les aider, les agents immobiliers, sont très peu outillés pour résoudre cette peur. Donc c'est pour ça qu'on s'est lancé. Et il y avait en effet un dispositif public d'État qui s'appelait Visal, et donc qui permet à tout locataire d'avoir un garant. Mais qui existait déjà? Qui existait depuis 2016. Et donc ta question c'est... Oui, comment tu te positionnes par rapport à ce service puisqu'il existe déjà? Qu'est-ce que tu m'apportes de plus finalement déjà, parce que l'État, moi ça me rassure, tu vois. Je peux faire une réponse très longue, mais juste pour la faire très courte. L'eau est gratuite au robinet, on achète de l'évian. Donc il y a toujours de la place sur un marché où il y a quelque chose de gratuit pour faire quelque chose de payant. Il y a l'école publique, il y a l'école privée. Ça, c'est un point de base. Comment on se différencie? On travaille avec des industriels qui ont besoin de workflow optimisés.
Et donc la différence par rapport C'est plus dans le parcours de souscription et de gestion de l'incident. Comment, en tant qu'agent immobilier, je vais aller super vite, avoir mon dossier vérifié et mon argent très rapidement, par opposition à ce que peut fournir un service public. D'accord, c'est essentiellement là, parce qu'à la fin... Tu m'as dit rapide. Mais mais à la fin, la garantie est la même, mais là, tu vas apporter cette rapidité que un service privé peut apporter. Il y a une question de pérennité. Il y a quand même des fois où j'ai vu, tu réclamais l'arrêt de Visal. Oui, en fait, non, je pense que ça va s'arrêter, à cause des contraintes budgétaires. Il y avait un dispositif qui précédait Visal, qui s'appelait la garantie des revenus locatifs. Il y a l'ambition, chez certains partis politiques, de faire une espèce de sécurité sociale du loyer. C'est juste le mot me fait extrêmement peur. Et c'est mort, la GRL, parce qu'il n'y avait plus de budget. Il y avait un dispositif qui s'appelait le Mobilipass, qui est mort l'année dernière, qui consistait à filer 1 800 € à n'importe quel salarié en mobilité pour financer son déménagement. Comme si la boîte Danone ou Total qui l'accueillait ne pouvait pas financer ça toute seule. Et là, on a ça. Et je pense aussi que ça va se terminer et que c'est extrêmement dangereux parce que ça met des professionnels de l'immobilier dans la dépendance vis-à-vis de dispositifs publics. Il y a des boîtes qui en crèvent. Donc son compte sur LinkedIn, je vous recommande, on se marre bien. Je crois que chacun d'entre vous avez un avis. Enfin, en tout cas, toi, je sais que tu en avais un, mais ça m'intéresse. Je les ai invités, ils ne sont pas venus. Mais l'immobilier fractionné, je ne sais pas si ça parle à tout le monde, c'est aussi un secteur qui bouge. Moi, au début, ton truc, ça m'avait fait penser un petit peu à ça, parce que je pouvais prendre 10% du. Mais il y a longtemps. Hein. Mais je pouvais prendre 10%, finalement, c'est mieux qu'une SCPI. J'ai 10% d'un bien, j'aime bien le pitch en tant qu'investisseur. Et puis là, il y a des trucs qui sont arrivés où je peux prendre 1%, 2% d'un appart, c'est facile, c'est comme du Lego. Puis en plus, il y a une 10-12% de rendement. Alors là, ça me rappelait un peu le truc de Benoît tout à l'heure, par contre. Il y a un piège, 12%. Vous avez un avis sur le sujet, non pas un avis juste critiquer pour critiquer, mais avec des fondamentaux, des trucs qui nous permettent de comprendre ce que c'est, parce que là, j'ai eu personne pour en parler. Donc, Moi, pas particulièrement. Je crois qu'il y avait des subtilités de techniques de régulateurs qui ont évolué. Après, le principe de permettre de fractionner un investissement, il est bon. La réalité, par contre, c'est que toutes les boîtes qui étaient focalisées sur l'investissement immobilier en général, avec la remontée des taux, là, c'est l'hécatombe. Puisque, autant ce que je disais tout à l'heure, nous, on est exposé à la résidence principale. Il y a une résilience, même avec un retournement de marché sur la résidence principale. Le problème du locatif en général, c'est que c'est ce qui est arbitré très très fort par l'investisseur, quel que soit le modèle, et avec des calculs de rentabilité évidemment, et l'instabilité fiscale à venir, ça rend ces segments-là très très volatiles. C'est pour ça que des boîtes qui se sont exposées presque uniquement à l'investissement locatif, c'est hyper compliqué avec le cycle qu'on a connu. Kevin ? Moi, mon sujet, c'est à un moment donné, en fait, tu as un immeuble ou un appartement avec quelqu'un dedans. À un moment donné, ce gars, il faut le gérer. Il se trouve qu'il y a des fonds structurés. Alors, Benoît parlait du DICI, qui est un truc génial, qui est un document simplifié avec quels sont les frais. Et quand tu vas regarder ce que prend une SCPI, tu en as qui sont à 3, 4, 5%. Pas parce qu'ils arnaquent leurs clients, mais parce que juste ça coûte cher de gérer des locataires. Et donc, quand tu as de l'immobilier fractionné et que tu te dis, bon, à Paris, il n'y a pas de rendement locatif, on est à 2%, on va aller acheter un immeuble à 200 000 € dans une ville dont j'ai jamais entendu parler, parce que là, je vais avoir plutôt du 7-8% de rentabilité, mais ce truc va me rapporter 15 000 € par an. Comment est-ce que tu amortis le coût pour gérer ce truc-là ? Tu n'as pas d'économie d'échelle parce que ton immeuble d'à côté, il est dans une autre ville dont j'ai jamais entendu parler. Et tu mets tout ça ensemble et tu affiches un rendement. Et c'est ça un peu. Donc c'est ton côté polytechnicien, tu te dis il me manque un chiffre dans l'équation, c'est ça ? Il manque un chiffre dans l'équation, il manque le salarié. Et mon côté un petit peu plus bête et méchant, c'est ces gens-là communiquent sur un rendement. Et tu ne sais pas dans ce rendement-là quelle est la part qui vient du loyer, quelle est la part du levier qu'ils ont pris et de l'endettement, quelle est la part qui est l'estimation future de la prise de valeur de leurs biens. Et donc moi, particulier, si je vais acheter du 12% et que dans le 12%, en fait, je suis méga exposé avec de l'effet de levier sur un immeuble dont je ne sais pas si j'arrive à le vendre, je pense que ce n'est pas un truc qu'il faudrait vendre sous cette forme-là aux particuliers. Il faut juste un petit peu plus de régulation. Thomas ? En fait, les chiffres, c'est un vrai sujet, mais je pense surtout que ce sujet n'est pas un sujet de chiffres. C'est un sujet d'affect. Les gens ont une approche affective de l'immobilier et investissent pour être propriétaires de leurs biens et avoir un truc tangible à eux dans lequel ils vont passer toute leur vie. C'est un truc fondamental en France. Et quand on parle d'acheter à plusieurs, les gens comprennent rien. En fait, j'ai quoi ? Pourquoi ? Et ils n'ont pas du tout d'approche financière d'un rendement, quoi.
Je pense que fondamentalement, les modèles alternatifs, ils se prennent le mur de l'affect, en plus de se prendre le mur des chiffres. Mais je pense que le premier problème, c'est l'affect. On finit sur de l'affect. Merci beaucoup. On pourrait passer beaucoup de temps tellement il y a de questions sur le sujet, mais on me rappelle que je suis très en retard. On va donc prendre 15 minutes de pause, s'il vous plaît, mais vous aurez beaucoup plus de temps à la pause déjeuner, où là, on a 2 heures avec vous. Merci pour la pause. Merci pour eux.